Oui, bonjour à tous. Alors c'est pour moi un très grand plaisir d'intervenir sur un sujet relatif au lien entre justice et population, puisque c'est le sujet qu'on m'a conféré, car dans toutes ces déclinaisons, c'est le sujet fondamental qui conditionne la crédibilité, et donc le bon fonctionnement ou non des dispositifs de lutte contre la délinquance dans notre pays. Alors concernant l'exposé que je vais développer, sachez que je vais vous proposer une analyse qui n'a rien de juridique, mais qui sera la traduction d'une expérience personnelle de terrain et des remontées régulières que j'ai de la part de mes mandants, à savoir de tous les commissaires de police qui sont adhérents chez nous. Alors bien sûr, je risque d'en surprendre plus d'un, voire d'en irriter même plus d'un, mais en tout état de cause, j'espère que ça permettra en tout cas un échange riche et constructif à la suite de l'exposé que je vais vous faire maintenant. Voilà donc le thème à aborder. Quel juge pour quelle justice ? Si aujourd'hui un tel sujet est abordé dans une institution aussi prestigieuse que le Sénat, c'est bien parce que le lien entre nos concitoyens et leur justice apparaît particulièrement distendu, mais également parce que, suite à plusieurs évolutions législatives et institutionnelles, les acteurs de la chaîne de sécurité aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas ce terme, mais moi je l'apprécie particulièrement, ont, au cours de ces 30 dernières années, largement évolué sur la manière dont ils abordent les moyens de traiter les problèmes de délinquance. En effet, aurions-nous tout simplement posé la question de la proximité entre la justice et la population il y a moins d'un demi-siècle ? Je ne pense pas. Le rapprochement des différents acteurs de la sécurité et la prise en compte du ressenti de nos concitoyens par rapport à l'action menée par les différents maillons de la chaîne de sécurité a débuté il y a à peu près 30 ans, avec la réflexion menée sur la politique de la ville et le développement du concept de coproduction de sécurité. Une approche globale des problèmes de sécurité a commencé à émerger vers les années 82, au travers d'un rapport assez célèbre, le rapport Bonne-Maison, et de la mise en place des conseils communaux de prévention de la délinquance. Ce concept n'a cessé de se développer en lien le plus souvent étroit avec la notion de proximité, qui dicte dorénavant bon nombre de politiques publiques. C'est ainsi qu'est née la police de proximité, la fameuse dans la fin des années 90, que les CCPD ont évolué pour laisser la place aux conseils locaux de sécurité, puis au CLSPD. Enfin, plus récemment, une approche similaire a débouché sur la création de zones de sécurité prioritaires qui ne constituent jamais que le prolongement naturel d'un partenariat de proximité en perpétuelle évolution. Au passage, il y a une loi en 2007 sur la prévention de la délinquance, qui a d'ailleurs consacré le rôle central du maire dans ce domaine, sacralisant un peu plus l'action menée par des acteurs extérieurs aux services régaliens traditionnels en matière de lutte contre la délinquance. Ceci a toute son importance. L'ensemble de ces dispositifs partenariaux ont contribué à faire en sorte que les acteurs principaux, alors j'entends police, gendarmerie et justice, apprennent à travailler avec une multitude d'autres partenaires. Les élus, c'est incontournable, les transporteurs, les bailleurs sociaux, l'éducation nationale, les associations, et j'en passe, afin d'améliorer l'efficience et la lisibilité de l'action de l'ensemble de la chaîne pénale. Au fur et à mesure, cette notion de partage des connaissances, à travers par exemple le concept de secret partagé, et ces réflexions communes sont devenues de plus en plus naturelles pour tous les acteurs impliqués localement. Corollaire, d'indispensables actions de communication ont été menées durant toutes ces années à destination de la population afin d'expliquer et de démontrer l'implication de l'État et de tous les partenaires locaux, qu'ils soient publics ou privés, dans cette coproduction de sécurité. Cette notion paraissait ainsi comme un réel besoin, une évidence pour presque tous les acteurs. Pour autant, et c'est bien ce qui suscite notre réflexion aujourd'hui, si la majorité des acteurs a très bien joué le jeu, d'autres ont ostensiblement traîné les pieds, pour ne pas dire brillé par leur absence de fait dans les réunions partenariales. Je parle, bien sûr, des magistrats du siège, sans lesquels toute action de lutte contre la délinquance est vaine si elle n'est pas finalisée par une décision appropriée de leur part. Alors l'illusion a souvent été entretenue en matière de participation à ces réunions partenariales par la présence de représentants du parquet. En effet, le parquet a eu très tôt l'obligation de participer à bon nombre de structures partenariales comme les CLSPD, les ZSP, les GLTD pour ceux qui connaissent, laissant croire que les magistrats étaient tous présents, alors même que ce n'était qu'une partie d'entre eux qui s'y trouvait. Certes, les magistrats du parquet sont dotés de prérogatives importantes, mais ils ne peuvent à eux seuls régler les problématiques locales sans l'appui des juridictions de jugement et d'application des peines. C'est une évidence qu'il nous faut rappeler, car elle est souvent opportunément oubliée. Ainsi, pendant des années, un contact toujours plus dense s'est développé entre acteurs de la chaîne de sécurité, alors que la magistrature assise se confinait dans sa bulle
et perdaient ainsi progressivement pied avec les réalités concrètes d'une délinquance dont elles ne percevaient pas les évolutions majeures en termes d'appropriation de territoire, de violences lourdes réitérées, de menaces systématiques, etc. Et voilà bien le cœur du problème, car s'il existe, il faut l'appeler ainsi, un désamour entre la population et la justice, c'est bien parce que nos concitoyens ont une réelle impression que les décisions de justice sont totalement inadaptées au règlement des problèmes de sécurité tels qu'ils les subissent au quotidien. Ils ne se reconnaissent plus du tout dans des décisions éloignées de leurs attentes, dans des délais insupportables entre la prise en compte du problème qui les préoccupe et la décision de justice, sans même parler des problèmes d'application des peines, quand cette application a réellement lieu, et c'est loin d'être toujours le cas. Cet état de fait a largement contribué à affaiblir la confiance accordée par nos concitoyens à l'endroit de l'institution judiciaire, pour en arriver à la situation actuelle où la justice semble, pour beaucoup, totalement décrédibilisée au regard de sa capacité à régler les problématiques de délinquance du quotidien. Alors, dans un premier point, pourquoi ces décisions de justice génèrent-elles un sentiment d'inadaptation avec les attentes de la population? Alors, il semble tout simplement que les magistrats, en mettant quelque peu à part, bien sûr, les magistrats du parquet, n'ont pas souhaité accepter l'évolution de la manière de traiter les phénomènes de délinquance dans le seul souci de l'efficacité de terrain. Aujourd'hui, il ne paraît plus acceptable d'aborder un phénomène délinquant détaché de son contexte pour l'envisager de manière extrêmement théorique au regard d'une perception exclusivement juridique. Il faut dorénavant considérer que les problématiques de délinquance, au travers d'une approche fondée sur la notion de résolution de problèmes en commun, un magistrat se doit donc de participer aux structures partenariales pour s'imprégner des différents paramètres locaux et des spécificités contextuelles pour ensuite décider de la mesure la plus susceptible d'être efficace. Il ne faut plus raisonner simplement au nom d'une tradition juridique empreinte d'un certain conservatisme souvent dépassé, mais être capable de solutionner un problème de délinquance tel qu'il a été soulevé et ressenti par l'ensemble des acteurs de la chaîne locale de sécurité. L'arsenal juridique particulièrement vaste dont l'autorité judiciaire dispose doit être appréhendé simplement comme une boîte à outils au sein de laquelle le magistrat doit trouver les dispositifs les mieux adaptés à la problématique posée. Comment accepter aujourd'hui d'entendre de la part de certains magistrats expliquer qu'ils ne sont pas là pour résoudre des problèmes, mais uniquement pour dire le droit? Le droit n'est qu'un outil à disposition d'un spécialiste, le magistrat, pour, en partenariat avec tous les acteurs de la chaîne pénale, tenter de solutionner au mieux un phénomène pénalement répréhensible qui nuit gravement à nos concitoyens. Tant que la justice n'acceptera pas de s'intégrer dans une structure collective de lutte contre la délinquance en mettant à disposition ses moyens pour rendre un véritable service public optimisé de la justice, elle continuera à s'éloigner de l'attente de nos concitoyens et ce désamour ne fera que s'amplifier. Alors maintenant, pourquoi les magistrats refusent-ils de participer à ces structures partenariales et de raisonner en termes de résolution de problématiques de délinquance? Bon, je ne surprendrai personne en avançant l'explication qui vient à l'esprit de tous, l'indépendance de la magistrature. Eh oui, la fameuse. Pourtant, l'indépendance de la magistrature, qui lui est conférée par la Constitution et le statut des magistrats, semble être abordée sous une acception assez curieuse et totalement excessive. Chacun comprend aisément, et c'est la raison d'être de l'indépendance des magistrats, qu'ils doivent être en mesure de prendre des décisions juridictionnelles en dehors de toute pression, et notamment de pression politique. Pourtant, il est permis de se demander en quoi cette indépendance leur interdirait de participer à des structures partenariales capables d'éclairer leur jugement et de leur fournir des éléments objectifs susceptibles de mieux cibler dans l'arsenal juridique à leur disposition la mesure la plus adaptée au règlement du problème posé. Personne n'a jamais eu l'ambition, ni même la volonté d'imposer aux magistrats une quelconque décision au sein de ces instances partenariales. Mieux appréhender une problématique dans toute sa complexité, mieux comprendre les conséquences sur nos concitoyens de faits de délinquance vénielle, mais souvent itératifs, mieux cerner le contour de la mesure envisagée pour aider nos concitoyens confrontés à la délinquance dans un milieu d'hostilité permanente, etc. Tels sont les apports inestimables que la participation de magistrats du siège aux structures partenariales engendrerait, sans pour autant, à mon avis, porter atteinte à leur indépendance. Cette conception de l'indépendance comme obstacle absolu à l'imprégnation par les magistrats des différents contours des problématiques de délinquance nous semble totalement hors sujet, au point que cette indépendance confine souvent à une volonté manifeste de disposer d'une totale souveraineté,
Ceci nous paraît particulièrement dangereux et en tout cas en totale opposition avec un autre principe, celui selon lequel les jugements sont rendus au nom du peuple français, mais faudrait-il aussi le souligner, au service de ce peuple. Alors maintenant, pourquoi ce constat de désamour n'engendre-t-il pas une prise de conscience amenant les magistrats à évoluer dans le refus d'une approche commune de la prise en compte des attentes de nos concitoyens? Tout d'abord, et je me permets d'aborder une question un petit peu spécifique, mais le principe d'indépendance ne serait-il pas un prétexte pour éviter d'avoir à fournir des explications sur les décisions prises? Si cette approche peut paraître abrupte au regard du respect naturel qu'il est convenu d'accorder à la magistrature, il n'en est pas moins une interrogation que je m'autorise à explorer sans aucun complexe. En effet, depuis l'instauration des multiples structures partenariales que nous avons évoquées, l'acteur principal de cette chaîne pénale est de toute évidence le policier ou le gendarme, et notamment les chefs de service de police. À cet égard, et en tant que commissaire de police, je sais de quoi je parle, leur participation régulière à ces instances les amène à répondre à de nombreuses questions sur les stratégies adoptées pour lutter contre les phénomènes de délinquance. Ils doivent donc souvent, si ce n'est se justifier, en tout état de cause, exposer les grandes lignes de leur action et quelquefois expliquer les raisons d'un échec. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il faille craindre cette forme de transparence, puisqu'un sondage récent, même très récent d'ailleurs, a démontré que la population avait en grande majorité confiance en sa police, à 73%, on n'est pas si mauvais. Il me semble cependant que nos amis magistrats ont beaucoup de mal à accepter de venir participer à des structures qui seraient susceptibles de leur demander à eux aussi des explications techniques sur le bien fondé de leur action, voire de leur inaction. Ne serait-ce pas tout simplement la crainte de la confrontation au réel d'une profession dont la fonction se fonde trop sur une approche purement intellectuelle des problématiques délinquantes, alors que ces dernières nécessiteraient plus, selon nous, une approche fondée viscéralement sur le pragmatisme? Pourtant, n'est-ce pas le fondement même de nos valeurs républicaines que de s'expliquer devant le peuple ou pour le moins leurs représentants légitimes? Alors, est-ce que la magistrature également serait prisonnière d'un prêt-à-penser qui brouille sa lucidité? Chaque jour, nous constatons que certaines idées, certains dogmes sont véhiculés dans les institutions comme dans les médias, afin de leur conférer quasiment une valeur de vérité absolue. À titre d'exemple, ici, l'Institut pour la justice, on va bien comprendre ce que je vais énoncer, qui n'a pas à l'esprit cette affirmation récurrente, qui consiste à considérer comme une réalité irréfragable le fait qu'en France, il y a trop de détenus. Pourtant, les chiffres sont têtus, et ceux qui s'intéressent un minimum à cette question savent pertinemment que le taux d'incarcération pour 100 000 habitants en France est d'environ 100, alors que la moyenne européenne est d'environ 122. Preuve, s'il en était besoin, de cette contre-vérité qui, pourtant, a largement été acceptée par la majorité des magistrats qui considèrent que l'incarcération n'est jamais une solution. De la même manière, on ne cesse d'entendre que l'incarcération serait génératrice de récidives alors qu'aucune étude sérieuse ne l'a jamais démontré. C'est ainsi qu'une conception quasi idéologique de domaines fondamentaux du droit pénal amène beaucoup de magistrats à rendre des décisions quasiment dictées par des utopies qui les écartent encore plus des réalités vécues par nos concitoyens. De même, la problématique majeure du traitement des multiréitérants constitue un exemple flagrant de l'inadaptation des décisions de justice, alors même que, dans ce domaine, l'attente qu'elle suscite chez tous les acteurs de la chaîne pénale ainsi que dans la population est immense. Loin d'imaginer qu'il faille mettre en œuvre une politique du tout répressif à l'endroit de tout fait de délinquance, il est temps d'ouvrir les yeux et d'accepter de dire que, face aux multiréitérants, la seule solution pour les neutraliser reste encore l'incarcération. Incarcération qui permettrait de redonner du sens à l'action du binôme police-justice en recrédibilisant ainsi ces deux acteurs principaux. Elle offrirait également du temps au bénéfice des enquêteurs et des magistrats qui n'en peuvent plus de travailler en permanence sur les mêmes cibles et dont d'ailleurs les difficultés d'action font crescendo puisque ces professionnels de la délinquance connaissent et apprennent les techniques d'enquête à chacune de leurs interpellations. Alors, il s'agit aussi aujourd'hui, à travers un exposé assez rapide, mais d'ébaucher quelques pistes permettant de retrouver du lien entre la justice, les autres acteurs de la chaîne pénale et la population. Je vais en aborder trois, qui sont assez osées, mais pourquoi pas. La première, celle-là, elle est plus logique dans le droit fil de ce que je viens de vous dire, c'est
une plus grande implication dans la vie de la cité. Alors ma démonstration était principalement axée sur les bienfaits du partenariat et de la mise en commun des éléments de connaissance et de compréhension de la délinquance pour mieux lutter contre elle. Donc je ne vais pas vous surprendre en affirmant qu'il faut largement inciter par la pédagogie, bien sûr, mais peut-être également par la contrainte législative, tous les magistrats, y compris et avant tout ceux du siège, à être partie prenante des structures partenariales sur lesquelles ils doivent dorénavant s'appuyer pour mieux aborder la lutte contre la délinquance sous l'angle de la résolution en commun de problèmes sociétaux. Cette véritable révolution culturelle, diront certains, devra passer également par l'augmentation des moyens humains de la magistrature, contrepartie indispensable à un investissement en temps dans une meilleure connaissance des pratiques et des dérives de la cité. C'est bien sûr une évidence. Deuxième idée, mettre en place des structures immobilières facilitant les contacts interinstitutionnels. Nul ne peut nier que lorsque les différents acteurs d'une politique publique se côtoient régulièrement et apprennent ainsi à se connaître, ils travaillent plus efficacement ensemble. Fort de cette évidence, nous proposons d'envisager, sur du moyen et du long terme, bien sûr, la création d'hôtels administratifs de proximité, regroupant notamment les services de police ou de gendarmerie et les magistrats du parquet et du siège. Il s'agirait également de conférer à ces magistrats une compétence territoriale, calée autant que faire se peut sur les circonscriptions de police, afin que cette sectorisation les amène à travailler sur une population délinquante réduite et mieux connue de ces magistrats comme des forces de sécurité intérieure implantées sur le même site. Les différents acteurs basés dans ces hôtels administratifs de proximité appréhenderaient ainsi progressivement les difficultés et les contraintes de chacun. Nous sommes même persuadés que ces dispositifs immobiliers faciliteraient une approche globale des problématiques de sécurité en rapprochant ces acteurs principaux qui ne pourraient plus ainsi s'ignorer, comme c'est malheureusement encore aujourd'hui trop souvent le cas. Dernière idée, c'est une responsabilisation indispensable de la justice. Et dans les sociétés démocratiques modernes, les administrations, les institutions diverses ont été habituées à fonctionner sur la base d'objectifs fondés sur une culture du résultat. Alors les services de police y sont habitués. Il ne nous paraît pas choquant de rendre des comptes sur l'activité des services en toute transparence démocratique. À cet égard, je rappelle que les commissaires de police, on l'oublie souvent, mais doivent des comptes à une multitude d'interlocuteurs. C'est le cas envers leur hiérarchie. Bon, c'est parfaitement normal dans une structure fortement hiérarchisée comme celle de la police nationale. Mais c'est le cas envers les élus, à l'endroit desquels des données statistiques sont régulièrement adressées et avec lesquels un dialogue permanent est instauré. C'est le cas aussi envers la population, car les commissaires de police sont souvent bien seuls pour représenter la chaîne pénale dans les réunions de quartier aux côtés des élus locaux. Et c'est le cas enfin vis-à-vis des victimes, car nous recevons dans nos commissariats, et il ne manque pas de nous soulever le problème, et souvent avec véhémence, les victimes nous demandent « mais que fait la police ?» en assimilant trop souvent d'ailleurs le rôle de la police à celui de la justice, mais comment le reprocher? Alors à force de justifications et d'explications directes et indirectes plus ou moins imposées, les forces de sécurité intérieure sont plus ou moins naturellement responsables du niveau de performance atteint par l'action quotidienne de leurs services. Pour autant, l'acteur le plus important de la chaîne pénale, qui est celui qui va rendre le travail de tous les autres acteurs en amont efficace ou non, et je parle bien évidemment de la justice, n'a aucun compte à rendre à personne, hormis bien évidemment, une fois de plus, le parquet dans une certaine mesure. Alors bien sûr, d'aucuns nous rétorqueront qu'il s'agit du corollaire naturel de l'indépendance des magistrats. Mais une fois de plus, indépendance n'est pas souveraineté. L'indépendance nécessaire pour prendre une décision débarrassée de toute pression extérieure doit-elle pour autant exclure de pouvoir jauger du niveau d'efficacité du service public de la justice, et notamment au regard de sa capacité à résoudre les problématiques locales de sécurité? Je ne le crois pas. Il reste cependant à savoir comment il serait possible de responsabiliser une magistrature assise en conservant des valeurs démocratiques incontournables. Peut-être suffit-il d'observer ce qui existe dans certains pays similaires aux nôtres, où les libertés individuelles sont particulièrement respectées. Alors je pense bien sûr aux pays anglo-saxons, où les magistrats sont élus. J'imagine que cette approche va heurter clairement notre conception à la française, mais si l'éloignement entre la justice que nous connaissons et les attentes populaires ne cesse de grandir, faudra-t-il peut-être un jour se poser la question de changements plus radicaux dans l'organisation, la gestion, voire même la désignation des composantes essentielles de notre justice? Alors voilà une approche, je le concède, assez iconoclaste, des moyens de régler le désamour entre la population et la justice. Bon, nous aurions pu aborder ce sujet de manière plus traditionnelle, en évoquant notamment la nécessité d'une application des peines beaucoup plus efficace.
Je ne reviendrai pas sur les 87 000 peines de prison ferme non exécutées qui sont en souffrance, sur la lenteur, voire l'inexistence de l'application de certaines peines qui brouillent totalement la lisibilité de l'action de la justice, et tout le monde s'accorde sur ce sujet. Pour autant, je reste persuadé que le fond du problème repose notoirement sur un état d'esprit des magistrats qui s'est progressivement déconnecté des réelles attentes de nos concitoyens. C'est pourquoi, si des mesures techniques peuvent toujours être envisagées pour améliorer l'efficience de la justice, il me paraît crucial de trouver des solutions pour modifier le regard des magistrats sur le traitement de la délinquance qui ne peut plus ressortir d'une conception idéale et virtuelle du monde. Face au souci de régler ces problèmes majeurs, il nous faut dorénavant prendre vraiment en compte les attentes de la population. Alors reprendre pied, et je terminerai là-dessus, reprendre pied avec un monde en constante évolution devra être le leitmotiv de toute réforme qui tentera de créer du lien entre police et justice. Merci de m'avoir écouté.